Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission, celle du livre, de la lecture et de l'écriture. Belle ligne. Guerre, attentat, génocide, la violence ne résout certes rien, mais elle a toujours servi de solution aux hommes. Les hommes politiques en première ligne. Dans les républiques, il y a plus de vie, plus de haine, plus de désir de vengeance, les mots de Machiavel. Un auteur s'intéresse au fondement de la violence politique. Son nom, Dr Mori Thiam, il est aujourd'hui l'invité de votre émission. Docteur, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, merci de m'avoir invité à cette émission. Vous êtes docteur en philosophie, enseignant-chercheur au département de philosophie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis 2017. Vos recherches portent essentiellement sur l'éthique, la philosophie morale et politique, les fondements de la violence politique. Devons-nous dire, comme Hobbes par exemple, que l'homme est naturellement violent ou pas? En réalité, permettez-moi avant de parler de cet ouvrage, de faire un peu une genèse de la problématique qui m'a poussé à m'intéresser à la question des fondements de la violence politique. Il y a cela quelques années, je m'étais étonné de l'omniprésence de la violence sur la scène médiatique. Oui. Quand on suit les reportages, on se rend compte qu'il y a une certaine omniprésence de la violence. Alors je m'étais posé la question de savoir si l'homme est naturellement violent. Oui. Et, comme Hobbes l'a dit d'ailleurs. Oui, justement. Et j'ai pris en charge cette question dans mon premier ouvrage intitulé les propos sur la violence. Alors, votre premier ouvrage. Et la réponse à laquelle j'en étais arrivé est que la violence est une catégorie de l'humanité. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas se débarrasser de la violence. Et cela peut être perçu comme étant une mauvaise nouvelle, mais en réalité pas forcément. Et pourquoi? Pourquoi l'homme ne peut pas se départir de la violence? Comme son nombre d'ailleurs. Parce que notre civilisation est bâtie sur la violence. Et ça pour deux raisons. Oui. La première raison est que pour qu'il y ait une civilisation, il faut qu'on soit capable de maîtriser nos passions. Et les passions, comme nous le savons, elles sont sourdes, muettes et aveugles. Elles ne sont pas capables de débat, elles ne sont pas capables de négocier. Elles imposent leur volonté de manière agressive. Et contre cette agressivité des passions, il faut une violence de la raison pour qu'on puisse se maîtriser. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que notre civilisation est bâtie sur une destruction et réappropriation de la nature. Oui. Tant que nous ne sommes pas capables de transformer cette nature, nous ne pouvons pas bâtir une civilisation. Or, cette transformation, quelque part, il implique une violence exercée sur la nature. Donc, dans ces deux sens, notre civilisation est bâtie, quelque part, sur la violence. Et cela veut dire que, quelque part, à partir du moment où nous avons cette visée, nous devons nous poser la question, pour quelles raisons alors la violence a-t-elle si mauvaise presse? Pourquoi aujourd'hui, dans la littérature et peut-être même dans l'histoire de la philosophie, la violence a été présentée comme étant une forme d'expression de notre animalité? Alors qu'en réalité, c'est l'agressivité qui est une forme d'expression de notre animalité. Autrement dit, on doit faire l'éloge de la violence, si on suit votre logique. Non, on ne doit pas faire l'éloge de la violence. Parce qu'on a vu l'éloge de la folie, par exemple. Oui, justement. Il faut juste partir de l'idée que la violence est juste une forme d'expression de notre humanité. Elle est mise au service d'une cause, d'une idéologie et d'une vision du monde. Et cette cause, cette idéologie ou cette vision du monde, elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise. Donc, la violence, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est juste une forme d'expression de notre humanité que nous pouvons mettre au service soit d'une idée, soit d'une vision du monde. Et c'est justement ces idées ou ces visions du monde que j'appelle les fondements de la violence. Donc l'homme est naturellement violent. Vous êtes d'accord? Oui, l'homme est naturellement violent. Mais cela n'implique pas la conséquence qu'on en tire souvent, que l'homme est naturellement méchant. Parce qu'il y a une différence à établir entre la violence et la méchanceté. C'est important de le faire, oui, bien d'établir cette différence-là. Parce que la méchanceté, c'est le fait de causer du tort, de faire mal
bon, par simple plaisir. Dans la méchanceté, le mal devient sa propre finalité. Alors que la violence est juste une forme d'expression qui peut être mise au service d'une idée. Et c'est justement cette idée-là qu'il faut analyser. Oui, quand on vient au monde, docteur, l'enfant ne rit pas, il pleure. Le premier crime de l'humanité a été perpétré par les fils d'Adam et d'Ève, Caïn et Abel. L'histoire de Caïn et Abel nous montre que la violence, comme on dit, et que vous détestez cette expression, depuis la nuit des temps et avec nous, c'est notre ombre. Oui, justement. Bon, en réalité, ce meurtre d'Abel traduit en fait la complexité de la réalité humaine. Il ne s'agit pas simplement d'une forme d'expression de la violence, mais d'une combinaison entre agressivité et violence. Pourquoi je l'ai dit? J'ai défini la violence comme étant une forme d'expression de la force guidée par la raison, et l'agressivité comme une forme d'expression de la force guidée par les passions. Le meurtre de Caïn sur Abel, est un meurtre qui a été perpétré sous la dictée des passions, parce que c'est la jalousie en réalité qui a été... Il l'a fait par envie. Oui, justement, il l'a fait par envie. Or, cette envie et cette jalousie est une forme d'expression de notre passion. Donc, elle est impulsée par les passions, donc on peut considérer que c'est une forme d'expression de l'agressivité. Mais la violence, elle vient s'y mêler à partir du moment où la raison a servi de moyen pour satisfaire les passions agressives. Et donc à partir de ce moment-là, on a un rapport complexe entre agressivité et violence qui sont mêlés dans cet acte-là. Oui. Et ce meurtre traduit toute la complexité de la réalité humaine. Si, du point de vue théorique, on peut distinguer agressivité et violence, dans la réalité, très souvent, l'agressivité est mêlée à la violence. Oui, parce qu'il y a les mêmes finalités, c'est-à-dire faire du mal, non? Oui, mais tout dépend de la manière dont on définit le mal. Parce que souvent, on a tendance à réduire le mal qui a sa dimension morale. Oui. Or, le mal a plusieurs significations. Le mal moral n'est pas le mal physique, ce n'est pas le mal métaphysique. D'accord? Parce que le mal moral, c'est lorsque l'individu agit contrairement aux principes éthiques. Le mal physique, c'est lorsque nous infligeons une souffrance à un corps. C'est le cas des agresseurs, par exemple. Oui, justement. Oui. Et ici, on peut voir que le mal physique n'est pas forcément toujours identique au mal moral. On peut avoir un mal physique qui produit un bien moral, comme on peut avoir un bien physique qui produit un mal moral. Oui. La violence est une forme d'expression ancienne, on vient de le dire d'ailleurs avec l'histoire d'Abel et de Caïn, mais on pense que la violence est une solution et vous dites que ce n'est pas une solution, c'est le problème. En réalité, la violence n'est ni problème, ni solution. Elle est quoi alors? Elle est juste une forme d'expression neutre. Neutre. Et pourtant, elle a des effets. Oui, justement, mais plutôt, ces effets sont toujours la manifestation d'une cause antérieure qu'il faut examiner. Et cette cause antérieure, il faut la chercher dans nos visions du monde, dans nos systèmes de représentation. Si aujourd'hui la violence connaît des avatars, c'est parce que les systèmes de représentation et les visions du monde au service desquels cette violence est mise sont des systèmes de représentation et des visions du monde totalement chaotiques. D'accord? Donc, si on fait de la violence le problème, on se trompe. C'est-à-dire qu'on se trompe d'analyse. Parce que le problème, c'est les visions du monde au service desquelles la violence est mise. Et non pas la violence en tant que telle. Parce que la violence est toujours un effet et non pas une cause. Oui. Et vous évitez ce piège avec votre titre, les fondements de la violence. Mais vous écrivez, docteur, que les fondements de la violence sont silencieux, sont souterrains. Donc comment identifier, comment trouver ces causes-là, si elles sont souterraines? Parce qu'on voit tout simplement le résultat d'une longue
maturation d'une longue méditation ou bien d'une longue frustration qui, le jour, émerge là comme une bouffée ou bien une patate chaude sur le gouvernement, sur la société, sur l'environnement, etc. Comment saisir les fondements de la violence si ils sont souterrains? Bon, c'est justement toute la complexité de la tâche du philosophe que je suis, parce que, en fait, la philosophie, bon, elle s'intéresse justement au fondement, oui. C'est-à-dire les subventions de notre comportement, d'accord. Bon, je vais un peu faire une analyse un peu schématique. Lorsque nous regardons sur la scène politique un acte de violence, lorsque, bon, par exemple, nous avons une image d'un manifestant qui jette une pierre, ou bien une image d'un policier qui lance des bombes lacrymogènes, si quelque part nous faisions un peu un arrêt sur image, ce policier-là, ou bien ce manifestant, ou bien cet agresseur, comment comprendre son comportement? Souvent, on se trompe en faisant une analyse de l'ici et du maintenant. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui l'a poussé à agir ici et maintenant? En réalité, analyser les fondements de la violence, c'est chercher toute la complexité de son acte. C'est-à-dire parce que le postulat de la philosophie politique, c'est de dire qu'il n'y a pas de comportement simple. Tout comportement humain est complexe. C'est un réseau de rapports, un réseau d'influences qui ont permis d'arriver à ce type de comportement. Ce policier, c'est d'abord un être humain. Oui. Il a une personnalité propre. Il a un profil psychologique qui entre en ligne de compte. Il a été éduqué dans une société qui a une vision du monde, qui a un discours de légitimation de la violence. Il est dans une institution, la police, qui a déjà un discours de légitimation de certaines violences. Il représente un État, etc., etc. Donc c'est l'ensemble de ces facteurs qu'il faut combiner pour comprendre son comportement. Et ça, il faut aller chercher très loin. Oui. D'accord. Si on ne fait pas l'effort d'aller chercher très loin, nous risquons de faire une analyse trop superficielle de la question qui essaie justement ce que nous voulons éviter. Et vous, comme on dit, contournez un peu ces obstacles-là dans votre analyse et vous partez de la violence individuelle avant celle collective. L'homme, comme l'animal, tient-il cette violence de la nature? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai bien distingué l'agressivité et la violence. Ce que l'homme tient de la nature, c'est son agressivité. C'est son agressivité. Et non pas la violence. Parce que dans la nature, l'agressivité permet aux animaux de survivre. Mais il faut ici distinguer l'agressivité humaine et l'agressivité animale. Parce que l'agressivité animale, elle est contrôlée par la nature. Et elle ne se manifeste qu'à 3 occasions. Quand l'animal a faim, il est agressif. Quand il veut s'accoupler, il est agressif parce que, comme l'a montré la théorie de l'évolution, il faut que les plus forts s'accouplent pour pérenniser quelque part l'espèce. La troisième raison, c'est quand l'animal se sent en danger. En dehors de ces 3 occasions, l'animal n'est pas agressif. Or, l'être humain, parce qu'il est un être complexe, il est capable de faire preuve d'agressivité même en dehors de ces 3 occasions. L'être humain est plus agressif que l'animal? Oui, il est plus agressif que l'animal. Il dépasse ces 3 raisons -là. Justement, il dépasse ces 3 raisons. L'être humain est le seul être capable de méchanceté. Il est le seul être capable d'être agressif de manière gratuite. Et pourtant, on pense le contraire. Oui, justement. On pense que ce sont les animaux qui sont méchants, pas l'homme. Justement, c'est une fausse idée. D'ailleurs, souvent, on a tendance à parler de chiens méchants. Attention, chien méchant. Oui, attention, chien méchant. C'est un abus de langage. Il n'y a pas de chien méchant. Parce que pour qu'il y ait méchanceté, il faut qu'il y ait la volonté de faire mal. Or, l'animal n'a pas de volonté. Il faut qu'il y ait une volonté individuelle de faire mal. Et que ce mal soit sa propre finalité. Or, l'animal n'a pas de volonté. Donc, l'animal ne peut pas être méchant. L'animal ne fait que traduire ce que Spinoza appellerait son conatus, c'est-à-dire le comportement animal est conforme à sa nature.
Or, l'être humain est capable d'aller au-delà de ça. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que l'agressivité humaine, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, est très souvent mêlée à la violence. Parce que l'être humain est à la fois nature et culture. Et c'est la raison pour laquelle il est à la fois capable d'agressivité et de violence. Et très souvent, il est extrêmement difficile de pouvoir faire cette distinction radicale entre... Les frontières sont tenues. Oui, justement. Et c'est ça qui complique le comportement humain. Parce que si l'animal est restreint, c'est-à-dire il y a une limite que la nature a imposée qui fait que l'agressivité animale ne peut pas déborder, l'agressivité humaine, elle peut être mise au service de valeurs. C'est-à-dire, on peut se tromper en prétendant défendre certaines valeurs comme la dignité, comme l'honneur, et faire preuve d'agressivité. Et c'est aujourd'hui l'une des pires formes d'expression de l'agressivité humaine. On parle de crimes passionnels, par exemple. Oui, justement. Ou bien de crimes au nom de l'honneur. Justement, parce que nous avons des sociétés qui ont construit tout un discours autour de la morale guerrière. Oui. Autour de l'idée... Depuis l'épopée, hein? Oui, justement, depuis l'épopée. D'ailleurs, tout le travail de l'épopée, c'est d'exalter cette morale guerrière. C'est-à-dire de véhiculer l'idée que les valeurs suprêmes sont l'honneur, la dignité, la parole donnée, la famille, etc., la patrie. Lorsqu'on exalte ces valeurs, on est en train de tenir un discours de légitimation de la violence. C'est-à-dire que cette violence, elle est mise au service de ces valeurs-là. Et lorsque cette violence est mise au service de ces valeurs, nous savons tous que lorsque l'être humain est attaqué, lorsque l'être humain est atteint dans sa dignité, il se met très souvent en colère. Et donc, il peut réagir au nom de la volonté de rétablir cette dignité, alors qu'au fond, son action est guidée par la colère. Et dès l'instant que l'action est guidée par la colère, l'agressivité s'y mêle. Et c'est là c'est ça qui fait que souvent, au nom de la justice, au nom de l'honneur, on peut se soulever et commettre des actes injustes. Parce que l'agressivité est venue se mêler à cette violence on en arrive à une forme très complexe du comportement. Il y a entre la violence légitime dont parlait Weber et la violence illégitime, il y a un seul pas. Parlons un peu de l'échelle de la violence. Sur l'échelle de la violence, chez l'homme, il y a le tyran. Le tyran, vous analysez un peu cet aspect-là de la violence chez l'homme. Mais comment quelqu'un peut-il massacrer tout un peuple à cause d'un fauteuil? Je crois que, justement, souvent, quand on entend les reportages, souvent des journalistes, vous entendez dire il a tué quelqu'un pour 25 francs. Oui. Ou bien il a massacré quelqu'un pour un fauteuil, il a massacré quelqu'un pour le pouvoir, etc., etc. On ne tue pas quelqu'un pour 25 francs. Il y a tout un réseau, il y a tout un processus très complexe qu'il faut analyser. Et c'est justement le cas avec le tyran. Parce que, avec le tyran, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma démarche est de dire il n'y a pas de phénomène complexe. Il faut analyser les questions sous un rapport beaucoup plus complexe. Et pour le tyran, il y a des aspects psychologiques, il y a des aspects institutionnels, il y a des aspects sociologiques. Par exemple, les aspects psychologiques. Très souvent, on retrouve chez le tyran deux types de complexes. Le complexe de supériorité et le complexe d'infériorité. C'est-à-dire que le complexe de supériorité, c'est lorsque l'individu est convaincu qu'il a un statut supérieur, qu'il est... il fait partie de la race supérieure, comme il fait partie de la race supérieure, de la race aryenne. Il est un défendant des dieux, comme le disaient les pharaons, etc. Et cela peut même arriver lorsque une ethnie ou une classe sociale éprouve le complexe de supériorité. Parce qu'il arrive dans certaines tyrannies
où bon, ce n'est pas l'individu qui éprouve un complexe de supériorité, mais c'est l'ethnie à laquelle il appartient, bon, ou bien la classe sociale à laquelle bon, il appartient. Donc, lorsqu'une personne pareille arrive au pouvoir, il a tendance à considérer les autres comme étant une menace qu'il faut éliminer. Oui. D'accord? Et c'est justement ce qui fait que lorsque ce complexe de supériorité se manifeste, évidemment, la conséquence, c'est la tyrannie. Il y a également le complexe d'infériorité. C'est-à-dire que lorsque l'individu, au fond de lui-même, éprouve une certaine faiblesse, il est convaincu que, quelque part, il n'a pas suffisamment de qualité pour être au sommet. Il a tendance à considérer tous les autres, surtout les plus compétents, comme étant une menace à éliminer. Oui. Et donc, lorsqu'on est conscient qu'on a un adversaire qui potentiellement est plus compétent ou bien potentiellement est plus intelligent, évidemment, on ne peut agir que de manière tyrannique parce que l'idée est de dire, si je ne l'élimine pas, je perds le pouvoir. Mais le contrôle dans tout cela, et j'aime bien cette citation d'Herbert Marcuse que vous mettez même dans votre ouvrage, « Eros garde-fou est tout aussi fatal que sa contrepartie mortelle, l'instinct de mort ». Bon, justement, ça dit que Herbert Marcuse part de cette idée de Freud que nous avons fondamentalement deux passions, Eros et Thanatos. Oui. Eros, c'est l'instinct de vie qui nous pousse à aller vers la conquête, qui nous pousse à désirer vivre. C'est la passion de l'ambition, d'accord. Et Thanatos, l'instinct de mort. Qui nous pousse à détruire, d'accord. Et ces deux passions sont tout aussi dangereuses l'une que l'autre, parce que Eros, qui est une pulsion de vie, qui est la forme d'expression de l'ambition humaine que Nietzsche appelle la volonté de puissance. Si on ne la contrôle pas, elle peut être la source de la tyrannie, parce que lorsque notre ambition est débordante, on n'accepte pas le débat, on n'accepte pas la concurrence. L'idée est de dire je suis le seul qui doit être au sommet. Et ça, c'est une source d'expression de la tyrannie. De la même manière que Thanatos, la pulsion de mort. La pulsion de mort, elle est dirigée contre tout ce qui me déplaît et que je cherche à détruire. D'accord? Et c'est justement cette tendance qui fait que souvent, lorsque j'ai en face de moi un adversaire qui fait des choses qui me déplaisent, que j'ai tendance à l'éliminer, comme naturellement nous avons cette tendance à chercher à éliminer tout ce qui nous déplaît. Il y a une violence individuelle, il y a une violence collective également qui se manifeste ou bien qui s'incarne au niveau de la foule. La psychologie de la foule de Gustave Le Bon. Beaucoup de penseurs ont réfléchi sur cette question. Mais comment on explique un peu cette volonté de destruction? Parce qu'on dit que la foule ne pense pas. Le pensez-vous que la foule ne pense pas? Je ne pense pas forcément comme Gustave Le Bon que la foule ne pense pas, que la foule est folle, etc. Je suis parti d'un postulat, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas expliquer la violence à partir d'une seule grille de lecture. C'est un réseau extrêmement complexe. Et le comportement de la foule en est une illustration. Parce que lorsque nous sommes dans une foule, nous nous surprenons très souvent à faire des choses qui peut-être que nous n'aurions pas fait en étant... on l'a vu avec les événements de mois de mars, par exemple, chez nous. Et ça peut s'expliquer à partir de plusieurs éléments. Il y a d'abord le mimétisme du désir. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le désir de vengeance, le désir de justice ne s'exprime pas de manière spontanée. Il faut qu'il y ait un élément déclencheur. C'est-à-dire que lorsque nous sommes par exemple dans une tyrannie, on peut subir la tyrannie pendant 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, sans éprouver le désir de se révolter contre les chefs. Mais il suffit d'une seule étincelle. Qu'on ait un voisin ou bien un ami qui exprime un désir de révolte, pour que ce désir de révolte soit un élément déclencheur, pour que ce désir de révolte soit contagieux. Comme le printemps arabe, par exemple. Oui, justement, comme le printemps arabe.
C'est-à-dire que le suicide de Bouazizi a été un élément déclencheur. Ce n'est pas parce que les gens ont attendu Bouazizi pour éprouver ce désir. Il y avait déjà quelque part ce désir, mais il fallait conjuguer les désirs. Et c'est justement ce qu'on appelle le mimétisme du désir. Sans cela, on ne peut pas expliquer le comportement de la foule. Il y a un autre élément également, c'est que parfois, il nous arrive de commettre des actes de violence en étant dans la foule que nous n'aurions pas commis individuellement. Oui. Cela s'explique par le fait que très souvent, il y a une forme de déresponsabilisation qui s'exprime dans la foule. C'est-à-dire que la foule, c'est personne. Oui. La foule, c'est pas nous. C'est-à-dire que l'idée est de dire, ça, c'est pas moi. C'est la foule. Du coup, personne ne se sent responsable. Parce que, il faut comprendre que l'être humain est toujours prêt à exercer sa violence tant qu'il a un discours de légitimation qui l'accompagne. Tant qu'il est capable de légitimer sa violence, il n'hésite pas à être violent. Mais à partir du moment où on n'est plus capable de légitimer sa violence, c'est là que la violence nous apparaît comme étant, un scandale. Mais tant que nous sommes capables de la légitimer, elle ne nous apparaît pas comme un scandale. Mais la violence, ou bien les violences perpétrées par la foule, ou bien la foule ne pense pas, mais ces actes sont parfois irréfléchis. Oui, elles sont parfois irréfléchies parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'agressivité qui vient s'y mêler. Au départ, il y a un discours de légitimation qui est produit par la raison. Et ce discours de légitimation fait que, au départ, en s'engageant, on est parfaitement conscient qu'il y aura de la violence. D'accord? Mais on se dit il y aura certainement de la violence, mais cette violence, elle est légitime parce que il y a toute une panoplie de discours de légitimation, la légitimation éthique, légitimation sociologique, etc. Mais une fois que la violence est déclenchée, et que le rapport de force commence à tourner du côté de la foule, c'est là que l'agressivité vient s'y mêler. C'est là que Eros, l'instinct de vie ou cette volonté de puissance commence à émerger. Et c'est là que les choses se compliquent. D'accord? Et à cela vient s'ajouter la déresponsabilisation ou quelque part même la dépersonnalisation. Tout ça, c'est des phénomènes psychologiques qui permettent d'expliquer quelque part le comportement de la foule. Et peut-être les membres sont victimes d'une violence psychologique. Vous l'écrivez, une violence psychologique qui peut découler des lois prises pour ou contre les populations. Mais ces lois-là sont le fruit d'une construction sociale. Y a-t-il un paradoxe ou pas? Oui, il y a un paradoxe parce que souvent les gens ont tendance à confondre loi et justice. C'est deux choses différentes. La justice est un principe. Et ce principe, il se résume en une seule chose, c'est le principe d'équité. Donner à chacun ce qu'il mérite. La loi est censée être la matérialisation pratique et particulière du principe de justice, mais elle ne l'est pas toujours. D'accord? Et ce n'est pas parce que la loi est une construction sociale qu'elle est forcément juste. Elle peut être une construction sociale et être tout aussi injuste. Et c'est justement à partir du moment où le peuple a commencé à prendre conscience du fait que la loi est injuste, qu'il se révolte pour établir la justice. Et c'est justement pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un discours de légitimation. Et le premier discours de légitimation de la violence de la foule, c'est de dire nous exerçons cette violence dans le but de rétablir une justice qui a été quelque part saccagée par des lois liberticides. Et s'il y a ce discours de légitimation, évidemment la foule est prête à s'engager. Mais lorsque la foule s'engage, évidemment, le processus devient extrêmement complexe. Parce qu'il n'y a plus que la légitimation de départ. D'autres éléments viennent s'y greffer.
bon, il y a le contexte bon, sociologique, il y a le contexte historique, parce qu'une révolte populaire au Sénégal ne peut pas bon, s'exprimer de la même manière qu'une révolte populaire en Angleterre. Ce n'est pas la même histoire, et l'histoire influence. Ce n'est pas le même contexte sociopolitique, ce n'est pas le même contexte économique, on n'a pas les mêmes valeurs morales. Nos sociétés bon, n'ont pas été bâties sur la, bon, sur la base des mêmes valeurs morales, et l'ensemble de ces éléments sont conjugués dans le comportement de la foule. Et on ne peut pas bon, faire une analyse assez pertinente bon, du comportement de la foule si on ne prend pas en compte l'ensemble de ces éléments. Et c'est là que se situe toute la complexité. Oui, les lois qui confèrent le pouvoir, et ce sera la dernière question, le pouvoir rend fou, tout le monde le sait, mais est-ce utopique de ne pas voir un pouvoir déborder? Ce n'est pas forcément bon, une utopie que Parce que vous terminez ce livre sur l'utopie, par exemple. Oui, justement. En fait, l'utopie, c'est la volonté de fonder un monde sans violence. Est-ce que ça n'a pas existé? Non. C'est un idéal. Un monde sans violence n'existe pas. Ça, bon, certainement, ce sera le paradis, mais pas sur Terre. Parce que justement, bon, le monde est bâti sur la base de la dichotomie. C'est-à-dire que le monde est bâti sur le conflit. Et c'est ce conflit qui est producteur. Le conflit est à la fois producteur et destructeur. Oui. Donc, quelque part, le conflit n'est pas un problème. Bon, c'est justement les idéologies qui peuvent quelque part phagocyter ce conflit-là, qui peuvent constituer un problème, mais la violence en tant que telle n'est pas un problème. Docteur Morikia, merci d'être là. Merci à vous. Les fondements de la violence politique, préfacés par le professeur Abdoulaye Elimane Kane, que nous remercions. Il était là, l'invité de Berlin, sur l'éloge des identités. Je rappelle que vous êtes docteur en philosophie, enseignant-chercheur au département de philosophie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci également, chers téléspectateurs, et surtout à l'équipe technique qui m'a permis de réaliser cette émission. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre rendez-vous du livre de la lecture et de l'écriture sur ITV.